Vous êtes bien sûr Éclair TV, la chaîne 23 de votre satellite. Et oui, c'est KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on vous présente les personnalités de notre île. Et là, forcément, ici, on aime la musique. On aime quand c'est bien fait. Mais bien sûr, il n'y a pas que les artistes. Il y a aussi le producteur. Et forcément, pour nous parler de ce métier, je reçois quelqu'un que tout le monde connaît ici. Il est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir Rico Debs Kanoufet. Bonjour, ça va Styling? Bien installé. Et toi? Ah, tranquille. Merci d'avoir répondu présent pour cette invitation. Tu vas nous parler un petit peu juste de cet univers de producteur. On veut savoir ce que c'est. Mais forcément, les gens, ils ont entendu Debs, ils se disent, mais c'est le fils de papa? Eh oui, c'est le fils de papa. Première question, déjà, est-ce que ce n'est pas dur de porter la couronne? Moi, je dis toujours que c'est à double tranchant. Ouais. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Donc, il faut tout prendre, pas que le bon côté. Et puis, je me sens surtout très chanceux d'être son fils, Ouais. malgré certaines difficultés. Mais ça se passe très bien. Je suis très heureux de ma position. Tu n'as pas peur, tu n'as pas eu peur justement au début de, je ne vais pas dire suivre les pas, mais c'est un petit peu ça, te lancer dans le même domaine que ton père. Tu es un petit peu comme un fils de footballeur. On attend toujours que, bon voilà, le fils de Zidane, eh ben voilà, que va-t-il devenir? Ça t'a pas donné quelques doutes au début? Non, pas vraiment, parce que j'ai eu la même passion que lui. Ouais. Il a su me la transmettre. Et très jeune, j'allais régulièrement au studio d'enregistrement, je côtoyais les artistes, je voyais les séances d'enregistrement, et puis ça m'a plu. Donc on va dire que c'est une somme d'éléments qui font que j'ai pris la suite, parce que ça aurait pu ne pas me plaire. J'aurais pu vouloir faire autre chose, me diriger, je ne sais pas, vers quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique. Bien au contraire, naturellement, j'ai aimé, j'ai découvert, et puis après l'école, j'allais travailler au magasin de mon père aussi. Ouais. Donc j'étais vraiment baigné dans la musique, j'ai vraiment apprécié. Et puis après, naturellement, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et justement, quel est ton meilleur, je sais que c'est compliqué, elle est dure cette question, parce qu'il doit avoir au moins 12 000, mais s'il y avait un souvenir là tout de suite à nous donner, ton meilleur, un souvenir marquant, ça aurait été quoi? Bien souvent, le dimanche, on allait déjeuner dans un très célèbre restaurant. Je peux même nommer son nom si ce n'est pas trop mal placé. C'est le Colombo à Saint-François. Et puis, dès qu'on arrivait, on sortait de la Nationale, on prenait sur la gauche pour entrer vers Saint-François. Je disais à mon père, papa, je veux conduire, fais-moi conduire. Et puis, même était sur ses genoux et je tenais le guidon jusqu'au restaurant Le Colombo. Et puis, c'est le souvenir qui m'est resté et que lorsque tu me poses la question, c'est celui-là qui est venu. Ah, effectivement, maintenant, c'est compliqué, ne faites pas ça parce qu'il y a des radars autour d'elle et ça vous filme. Alors, en tout cas, toi, tu as commencé, mis de très tôt ta carrière de producteur, fin des années 90, tu étais déjà dans le métier. Ouais, j'ai commencé tôt parce que, bon, malheureusement, ce n'est pas un bon exemple, hein, mais bon, j'aimais pas trop l'école. Ouais. J'ai eu quand même mon bac et après, je n'avais pas envie de poursuivre. Donc, j'ai été travailler avec mon père. Je travaillais au magasin, j'aidais à vendre, à nettoyer le magasin. Et puis, au fil des mois, je me suis dit, bon, il y a pas mal de petits jeunes en Guadeloupe qui font de la bonne musique, que ça soit en hip-hop, que ça soit en dancehall. Et mon père ne s'est jamais lancé dans ce style de musique. Donc, je vais le voir un jour, je lui dis, bon, tu sais quoi, papa? OK, il y a le traditionnel, mais il y a des nouvelles tendances aussi. Et puis, est-ce que ça pourrait t'intéresser de travailler avec des jeunes? Je les repère, je fais le premier contact, je vois qui est susceptible de fonctionner ou pas, et puis je te les ramène. Et il reste un petit peu là, il tourne, il me dit, bon, tu sais, moi, c'est pas que j'aime pas cette musique, hein, mais c'est pas mon truc. Donc, si tu veux, monte ta structure, je t'aide, et deviens producteur. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'est excellent. Et le succès, on a l'impression qu'il est arrivé tout de suite pour toi. Parce que mine de, c'était la Horde Noire, c'était la bonne à Focli, Enouklan. Honnêtement, est-ce que tu t'attendais tout de suite à avoir des répercussions aussi? Parce que ça a pris toute la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. C'est allé plus loin que les frontières de la Guadeloupe. Tu t'attendais à tout ça? Pas vraiment, mais je l'espérais en tout cas. Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs groupes de la Martinique qui faisaient déjà pas mal de bruit. Et je trouvais ça un peu incohérent que nous, en Guadeloupe, on n'arrive pas à promotionner les jeunes qui font cette musique. Et bon, quand je dis les jeunes, c'est moi aussi, puisque j'avais le même âge qu'eux. On avait 18 ans, 20 ans, donc
C'était vraiment quelque chose que je me disais que c'est pas normal. Ouais. Donc, quand j'ai commencé à travailler, j'ai surtout voulu qu'on forme une famille, Ouais. qu'on trouve de bons protocoles de travail pour pouvoir faire de la qualité. Parce que quand votre père, c'est Henri Depp, c'est que dès que vous allez quelque part, on vous dit « Ouais, le son est top, la musique est géniale ». Vous ne pouvez pas venir derrière avec un son moyen ou des artistes qui n'ont pas un niveau déjà certain. Donc, j'ai bien repéré pas mal d'artistes et puis, au grand bonheur, le public a adhéré. Parce que dans la musique, il faut bien savoir qu'on peut être très fort. Moi, je connais beaucoup d'artistes qui ont énormément de talent. Ouais. Et malheureusement, le public n'arrive pas à capter la vibration de l'artiste. C'est bizarre, ça. C'est compliqué. Et vous avez des artistes qui sont moins doués, que ce soit en écriture ou en flow, et puis le public adhère. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de pouvoir trouver l'artiste qui correspond à la tendance actuelle. Ouais. Donc tous ces éléments bien emboîtés comme un puzzle, les choses ont été assez bien pour moi, quoi. Et tu penses que voilà, c'était le cas de Focly, il est arrivé au bon moment avec un public qui attendait un artiste comme ça? Ah oui, Focly, lui, à l'époque, il a vraiment fait un tsunami. Ouais, mais vraiment. C'était le tsunami Focly. Pour moi, d'ailleurs, Focly, c'est une légende urbaine. Ouais. Il y a beaucoup d'autres artistes de talent qui ont percé, mais dans le style de Focly, pour moi, c'est le seul. Et il a marqué une génération. Aujourd'hui, plus de 20 ans après, on écoute toujours les titres de Focly. Et pour moi, c'est un artiste vraiment qui a su combiner la demande du public, son côté artistique, son côté innovation musicale aussi. Et il est tombé pile poil au bon moment. Les gens ont capté tout de suite sa vibe. Ils ont aimé sa musique, ils ont aimé le personnage aussi. Et puis, il a tracé son chemin. On voit des images en double écran, là, ça nous donne la chair de poule. Franchement, ça nous ramène à une période où on a l'impression que tout était beau. Justement, est-ce que tu as un morceau favori dans la playlist de Focly? C'est compliqué là encore, mais est-ce qu'il y a un morceau qui se détache des autres? Il y a plusieurs styles différents. Ouais, ça c'est vrai. Actuellement, si je devais choisir un titre, j'aurais choisi Anima. Ouais? Ouais. C'est vrai que ça parle tout le... mais mine de, ce titre, il est valable encore aujourd'hui. Hein. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as une petite anecdote justement par rapport à Anima? Puisque je crois que Focly l'a posé alors que toi, tu ne t'attendais pas à ce que Focly te ponde un son aussi conscient. Tout à fait, parce que Focly a très clairement dit dès le début que ce n'était pas un artiste engagé. Ouais. Qu'il était là, c'était pour faire de la musique, pour pouvoir détendre les gens, qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent prendre du plaisir. Ouais. Et puis un jour, j'arrive au studio et j'entends l'instru. Je me dis, ah, il y a quelque chose qui cloche. C'est pas un morceau très dansant, c'est pas un truc où on peut raconter n'importe quoi. J'ai dit, bon, j'attends un petit peu, je vais voir. Donc ils ont enregistré le titre, tout. Je l'écoute, je me dis, ça c'est un tube. Franchement, ça c'est un tube et personne ne s'attend à écouter Focly sur un titre comme ça. Je me dis, je pense qu'il va y avoir un problème. Quand on va faire l'écoute finale de tous les titres, Focly va dire finalement, je ne le mets pas. Je ne le mets pas. Quelque temps passe, on fait l'écoute finale. Et puis il me dit, mais Rico, qu'est-ce que tu penses de Anima? Je dis, ouais, pour moi, c'est un tube. Il m'a dit, moi aussi, on le garde. J'ai dit, super. Ben voilà, et vous avez eu Anima qu'on ne se lasse pas vraiment. On n'en a pas marre d'écouter ce morceau. Il est excellent. Alors franchement, n'hésitez pas, après KNF, vous allez sur YouTube et vous cliquez le nom et puis vous l'écoutez. Justement, là, revenons sur ton métier. Tu es producteur, éditeur et distributeur. En quoi ça consiste tout ça? Et est-ce qu'on a le temps de faire ces trois métiers en même temps? C'est ça, c'est 3 casquettes complètement différentes. Ouais. Le travail d'un producteur, c'est de repérer un artiste qui a du potentiel, lui donner les moyens de s'enregistrer. Un éditeur, il a 2 fonctions. Il doit aider l'artiste à pouvoir travailler dans de bonnes conditions et à développer l'artiste aussi. C'est-à-dire qu'il participe à un certain niveau avec le producteur dans l'investissement fait pour la promotion et le marketing du produit ou des titres qu'on va mettre en avant. Et le distributeur, entre guillemets, c'est le travail le plus simple. C'était à l'époque récupérer les CD et les placer en magasin.
Mais tu dors jamais. Je dormais très peu à l'époque, c'est vrai. Mais limite, on a l'impression même que tu sers de limite de, pas de papa, pas de parent, mais c'est un petit peu ça. Les artistes, ce sont tes enfants, et puis tu les diriges un petit peu. C'est pas ça? Je ne dirais pas mes enfants, je dirais mes frères. Ok, voilà, tout de suite, c'est au même niveau. Ouais, je veux dire, on était une bande de jeunes. Ouais. On avait tous à peu près le même âge. Et on a commencé le travail avec beaucoup de cœur, Ouais. avec beaucoup de passion. Et on a commis beaucoup d'erreurs aussi parce qu'on n'avait pas d'expérience. Ouais. Mais on travaillait dur. Ok. Et le travail paye. Donc, on a pu, avec tous les artistes avec qui j'ai travaillé, apporter la pierre à l'édifice pour qu'aujourd'hui, on puisse écouter du reggae, du dancehall, du hip-hop ou de la trap d'une manière normale à la radio. Exact. Mais si on dit aux jeunes qu'à l'époque, il fallait se battre, qu'il fallait voir 20 personnes avant que le titre soit diffusé en radio, ils vont vous dire, mais c'est pas possible. Mais ouais, parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, on entend tous ces styles musicaux que tu viens d'énumérer. Les gars, on retourne dans les années 2000. Rien que 2000, ça fait quoi, 21 ans? C'est pas si loin. C'était compliqué d'entendre de la dancehall en radio. Justement, en quoi le game a changé, je dirais? Quelles ont été les modifications? Comment tu t'es adapté? Parce qu'avant, bien entendu, on vendait les CD. Avant, on achetait les CD puisqu'il n'y avait pas forcément Internet. À la rigueur, on pouvait graver un CD, mais même quand le CD il était gravé, on voyait qu'il était bon, on allait l'acheter. Là, tu as Internet, tu as YouTube, tu as SoundCloud, tout est gratuit. C'est pas compliqué pour vous, producteurs? Mais les nouvelles technologies, c'est à double tranchant. Ouais. C'est comme beaucoup de choses, on va dire. Il y a le bon côté et il y a le mauvais côté. Après, il faut savoir se positionner, il faut savoir comment on peut retirer nos billes, mais c'est compliqué. Ouais. C'est-à-dire, d'un côté, ça permet de pouvoir se promouvoir. Ouais. On est beaucoup plus proche du public. Il y a 20 ans, si on passait par la radio, si on passait par la télé, on avait très peu d'interaction avec le public. Aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, ben, le public il vous suit pratiquement à la seconde ou à l'heure. Vous postez une photo, une petite vidéo, vous pouvez faire des lives. Donc, d'un côté proximité, c'est excellent. Mais après, le mauvais côté, c'est surtout l'illégalité dans l'achat ou le téléchargement des morceaux. C'est ça, c'est où est-ce que le bas blesse. Mais juste, même au niveau de l'enregistrement, c'est-à-dire que dans les années 90, voire début des années 2000, on avait encore des artistes qui allaient en studio pour enregistrer. Là, tout le monde peut se faire son petit home studio chez soi avec une qualité assez bonne. Est-ce que là encore, ça ne vous pénalise pas, vous? Au niveau du studio d'enregistrement, c'est vrai qu'avant, pour avoir une bonne qualité ou même pouvoir juste s'enregistrer, il fallait aller dans un studio. Maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, un bon micro, un bon ordinateur, un petit logiciel, on peut s'enregistrer à la maison, mais il faut savoir qu'on n'aura jamais la qualité d'un studio. Ça va être du moyen et malheureusement, et ça c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se satisfassent du médiocre. Exact. Est-ce que tu penses que, justement, est-ce que c'est parce que finalement on consomme la musique un petit peu comme fast-food? C'est-à-dire qu'on l'écoute là maintenant, ça va faire son petit buzz, mais on sait que dans 2-3 mois, voire un an, bon, on va plus en parler parce que c'était le son du moment, mais après, c'est fini, c'est périmé. C'est-à-dire que je pense que les gens avant travaillaient beaucoup plus leur musique. Ils voulaient avoir la meilleure qualité. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société de surconsommation. Et on ne consomme pas des choses de qualité, on consomme des choses suivant la vibe du moment. Exact. Et puis, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont un talent sûr, mais à fonctionner comme ça, ils ne se donnent pas tous les moyens de pouvoir aller plus loin. Et c'est souvent ça notre problème en Guadeloupe. Des artistes font des titres, ça marche un petit peu au niveau local, et puis ils se satisfassent de la situation. Ils sont contents parce qu'ils voient qu'il y a des vues sur YouTube, ils voient que bon, on connaît le son, les morceaux. Alors que s'ils travaillaient un petit peu plus, ils auraient pu percer au niveau national. Justement, est-ce que tu crois qu'on n'est pas limité? C'est-à-dire qu'on est content lorsqu'on plaît à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion,
mais on ne se dit pas, mais je peux faire plus. Je peux faire comme Rihanna, je peux toucher les States. Pas peut-être jusqu'aux States, parce que les Américains ont vraiment un côté très chauvin. Ouais. C'est leur langue. Ils écoutent de l'anglais, très peu de français. Il y a Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas les attaquer avec le créole? Dans la communauté, on va dire haïtienne, Ouais. peut-être, mais encore les Haïtiens aussi, c'est pareil, hein, ils ont Très un côté très communautaire où Ouais. ils écoutent beaucoup de leur musique. Mais pour revenir aux artistes locaux guadeloupéens, je pense que franchement, il y en a qui ont un très, très, très fort potentiel. Ouais. Maintenant, moi, ce qu'ils font, c'est déjà bien. Il ne faut pas les décourager ou leur dire que ce qu'ils font n'est pas bon, parce que ce serait mentir. Ouais. Mais poussez-vous un petit peu plus, les gars. Travaillez un petit peu plus le lyrics. Même si ça coûte peut-être un peu plus cher d'aller dans un studio professionnel, venez travailler dans des conditions professionnelles. Le produit sera meilleur. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Vous avez le talent, donnez-vous les moyens de pouvoir sortir de la Guadeloupe, parce qu'il y a un marché à prendre en métropole. Les gens sont demandeurs des artistes guadeloupéens. Il y a quelque chose chez nos artistes, dans la musique qu'ils font, qui accroche au-delà de nos frontières. Mais après, il y a un travail à faire, il y a une qualité à donner aussi pour pouvoir y arriver. Mais il y a tout ce qu'il faut au niveau local, que ce soit en compositeur, en chanteur, en rappeur, et je dirais même en chanteuse. Aussi? Il y a énormément de chanteuses en Guadeloupe qui ont un très gros potentiel. Donc, le potentiel est là. Il faut faire le travail nécessaire pour pouvoir franchir les barrières. Donc faites ce travail-là parce qu'encore une fois, il vous l'a dit. Et mes invités précédents vous l'avaient dit, on a le talent pour percer. Il vous dit la France, mais moi je vois au niveau mondial. Moi j'ai pas de limite. Justement, avec quel artiste travailles-tu aujourd'hui? Alors je travaille avec Warped. Ouais. Je travaille avec deux artistes, Drexy. Ouais. Et il y a deux nouveaux talents que je suis en train de bichonner, de donner tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent bien se préparer. Donc ça, je garderai au chaud. Au chaud. Donc les deux artistes avec qui je travaille en ce moment, c'est Warped et Drexy. Ah, et là encore, il vous parlait d'artistes talentueux. Là encore, ce sont deux artistes qui ont une plume excellente. Est-ce que c'est un petit peu comme avant? Là, tu peux plus trop prendre d'artistes aussi sous ton aile. C'est-à-dire qu'il y a toutes les dépenses de la production à faire. On a parlé du changement au niveau musical aujourd'hui. On ne peut plus se permettre d'avoir plein d'artistes. Là aussi, toi-même, tu es obligé de te limiter. Oui, les grandes écuries ont disparu. Ouais. Si vous regardiez, à l'époque, il y avait Hibiscus Records, Ouais. il y avait Henri Depps, il y avait Rico Records, il y avait Moradisc. Et puis, avec toutes les difficultés liées aux nouvelles technologies, ben, toutes ces grandes usines, on va dire, et de découverte de talents, ben, au fur et à mesure, elles ont dû réduire leur effectif. Parce qu'en vendant de moins en moins, on ne peut pas produire autant. Donc maintenant, on a dû tous s'adapter aux nouvelles conditions, aux nouveaux marchés. Il y en a qui ont dû arrêter aussi parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter et trouver les solutions à toute cette nouvelle façon de travailler. Et puis, moi, à une époque, je sortais 4-5 albums par an. Ouais. Aujourd'hui, si j'arrive à sortir 2 albums par an, c'est bien. Même les albums, c'est-à-dire que, encore une fois, quand j'ai des invités, des jeunes, c'est vrai que nous, notre période des années 90, on était content de voir des albums avec 20 morceaux, 21, 22, c'était waouh, c'était le paradis sur terre. Là, on ne peut plus faire ça. C'est-à-dire que l'auditeur même, le public ne va pas prendre le temps d'écouter tous ces morceaux. Donc là, même au niveau de la stratégie, est-ce que là encore, ça te force à te réadapter et limite de ne plus parler d'album? Moi, ça me déplaît. Ouais, moi aussi. Je t'en parle pas, mais moi aussi, ça me déplaît. Je suis quelqu'un qui aime la musique. Ouais. Donc maintenant, quand j'écoute un artiste, j'aime découvrir son univers. J'aime rentrer dans sa tête, comme on dit. Donc je ne vais pas écouter un titre parce qu'il passe en radio. Le titre qui passe en radio est censé vous faire découvrir, est censé vous donner envie d'écouter ce que l'artiste fait. Ouais. S'il sort un single, c'est un titre, ok, c'est réglé, il n'y a pas de souci. Mais il sort un album. Donc le titre qui est en radio, c'est en fin de compte un teaser pour dire voilà,
j'ai sorti un album, voici un titre pour vous faire découvrir et venez écouter les autres titres de l'album. Parce qu'un artiste, ce n'est pas un titre, c'est une histoire, c'est un vécu et on ne peut pas tout raconter sur une chanson. Donc maintenant, moi, j'écoute les albums. Il y a un nouvel artiste que je ne connais pas, j'entends le morceau, je regarde s'il y a un album. S'il y a un album, j'écoute, je découvre. Après avoir fini l'album, je dis « Ah, j'ai bien aimé tel titre, j'ai bien aimé tel titre. Celui-là, je n'ai pas aimé. » Mais je ne suis pas dans ce monde de consommation de ce qui passe à la radio, de ce qui se passe à la télé. Ouais. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'à une époque, les artistes voulaient sortir au minimum 20 titres par album pour pouvoir vraiment se donner à leur public et que leur public puisse voir leur panel. Exact. Tous les styles musicaux qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, si on fait entre 13 et 15 titres, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est vrai ça. Ouais. Pourquoi? À cause du public. Parce qu'il ne prend plus le temps d'écouter tout un album, il écoute uniquement ce qui passe à la radio. Donc les artistes se disent, ça me sert à quoi de faire 20 titres alors qu'ils vont écouter peut-être 3, 4, allez. Il y a encore quelques personnes qui vont écouter l'album. Donc, je fais l'album pour eux, mais je sais très bien que la majorité des gens ne vont pas écouter l'album. Et ça, c'est un tort. Et je te suis. On sent que c'est la même génération. Nous, on est à l'ancienne. On veut bouffer de la musique. On veut en bouffer. Justement, quels sont tes projets en 2021, voire 2022? Parce que, bon, je suppose que c'est compliqué de se projeter en 2021. Mais est-ce que tu arrives quand même à avoir des projets, des objectifs ou même des rêves? Oui, donc... Moi, je suis quelqu'un, dans l'adversité, je n'ai jamais baissé les bras. Ça a toujours été un combat dès mes débuts jusqu'à aujourd'hui. Donc, peu importe la situation actuelle, on travaille. Ouais. On a déjà sorti l'album de Warped en décembre, qui a très, très bien marché, qui continue à très bien marcher parce qu'on a d'autres sites qu'on va mettre en rotation très bientôt. Il y a l'album de Drexy qui arrive. Normalement, c'est prévu dans pas longtemps. Donc, ça, c'est les deux projets qu'on va défendre, corps et âme, pour cette année 2021. Il y a d'autres petites choses qui pourraient se greffer. Ça fait encore partie de la pochette surprise. Donc, ça, vous aurez... Mais quand il sourit comme ça, on a l'impression que ça va être super bien. Vous allez entendre parler, je pense. Excellent. Et voilà. Donc, c'est un combat perpétuel, comme dans beaucoup de secteurs d'activité, mais il faut le reconnaître que la musique, la production musicale, c'est particulièrement compliqué en ce moment. Si justement tu avais un tout dernier message, on parlait du public, justement, à faire passer à notre public de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, même de la Réunion, Haïti, Dominique, Saint-Martin, Saint-Vincent, Trinidad, Barbade, ta caméra est juste là, vas-y. Non, moi, ce que je voudrais dire au public, déjà, c'est merci. Parce que si aujourd'hui, on a énormément d'artistes qui peuvent s'exprimer, qui peuvent faire des projets, qui peuvent se produire sur scène, c'est grâce à vous. Mais maintenant, je vous demanderai d'aider les artistes aussi, de pouvoir télécharger, de pouvoir acheter leurs titres, acheter leur album pour qu'ils puissent continuer de vivre de la musique et de faire cette musique que vous aimez. Donc, ce sont les deux choses que je vous demanderai. Et après, surtout de bien profiter du travail de ces artistes qui en font beaucoup pour pouvoir vous satisfaire. Oh là là, quel beau message, encore une fois, c'est tout ce qu'on vous répète à chaque fois. Soutenez, likez vos artistes parce que c'est grâce à vous. Vous verrez qu'on va toucher la lune un jour. Justement, si on a besoin de se tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe chez Henri Debs et Fils, est-ce qu'on est connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a Facebook, Instagram, Twitter, un site internet? Mais tu sais, Instagram, ça nous suffit. Vas-y, balance-nous tout. De toute façon, ça s'est affiché. Voilà, tout simplement. Henri Debs et Fils sur Facebook. Voilà. Donc, et là, vous verrez, ils sont toujours en studio. Ils ne dorment jamais. Vous pouvez suivre toute l'actualité du studio avec les artistes de ma production, plus les artistes qui louent le studio aussi, parce que nous travaillons avec beaucoup d'artistes guadeloupéens qui ne sont pas produits par moi, mais qui louent le studio pour avoir une qualité et un professionnalisme dans la réalisation de leurs projets. Et tu leur donnes quelques petits conseils aussi. Souvent, même s'ils louent ton studio, mais tu en profites pour eux de dire « Ouais, mais tu sais, tu devrais mieux faire ça comme ça, ça comme ça ». Tu leur donnes des petits conseils? Non, pas vraiment. Parce que moi, je suis quelqu'un, même mes propres artistes, je laisse toujours leur créativité parler. Après, s'ils me demandent mon avis sur quelque chose ou dans une réunion
bien précise sur l'écoute des titres, là, je me permets de faire une critique, mais toujours objective, pas critiquer pour critiquer, et puis on en discute et puis on trouve des solutions. Mais je pense qu'il faut surtout laisser les artistes s'exprimer. Parce qu'ils ont beaucoup à dire et surtout ils savent comment faire les choses. Donc je ne suis pas un gendarme à surveiller leurs faits et gestes. Non, je laisse les artistes travailler et puis après au moment on fait un point, on voit ce qui va pas, on en discute, on réfléchit et on fait de l'avant surtout. Excellent, en tout cas merci d'être passé sur le plateau pour nous présenter, nous parler de ton monde et de ton univers et de l'amour aussi pour notre musique et les artistes. On sent que tu les accompagnes très bien. On comprend maintenant pourquoi tes productions ont marché. Dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses sur le plateau nous en parler. C'est toujours un plaisir de te recevoir. À très vite Rico. Encore une fois, merci pour ton travail. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec un nouvel invité. Et oui, avec même 3 nouveaux invités, toujours sur Éclair TV, chaîne 23. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires. Déjà celui qui m'habille de la tête aux pieds avec ce petit pull, mais oui, que vous adorez. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre, aller chez les Crins. Et puis si vous voulez la même coupe que moi, il faut demander à Florent Gisors. GBS Concept vous coiffe comme personne. On se donne donc rendez-vous demain sur la chaîne 23 de votre satellite. À demain.